Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis qui fête cette année ses 40 ans. 2 journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse à prolonger dès mercredi prochain, 27 novembre, jusqu'au 2 décembre à Montreuil, avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr qui vous permet d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Et pour commencer, nous allons donner la parole à Isabelle Peourti des éditions Actes Sud Jeunesse pour une première rencontre sur le sujet Cartographier les mythes et légendes du monde. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Isabelle Péourtic à la direction éditoriale d'Actes Sud Jeunesse et je suis avec Laure Flavigny et Jessie Magana pour parler d'un très bel atlas, l'Atlas des mythes et légendes du monde qui vient de paraître chez Actes Sud Jeunesse. Je ne sais pas si on le voit, si on le voit bien. Et cet atlas est composé de cartes qui, à travers des thématiques, voyagent autour des mythes et légendes du monde. Il a été réalisé par une équipe de 6 personnes, donc Laure et Jessie qui sont présentes avec nous et qui vont nous expliquer leur rôle dans ce travail. Une cartographe, Aurélie Boissière, et 3 illustrateurs, illustratrices, Johanna Djezac, Martha Orzel et Kevin de Neufchâtel. Et donc, ce travail a vraiment été un travail d'équipe. Donc, je vais échanger avec Laure et Jessie qui vont nous faire voyager à travers ce très beau livre et nous expliquer comment elles ont travaillé. Et d'abord, je vais, Jessie et Laure, vous demander pourquoi cet atlas? Alors, je vais commencer et puis Laure, tu prendras la parole ensuite. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout pour vous présenter cet atlas. Alors, vous voyez, il y a 2 atlas qui se sont mis sur l'écran pour vous expliquer pourquoi cet atlas. Pourquoi cet atlas? Parce qu'on n'en a jamais assez et qu'on est un peu folle, c'est-à-dire qu'on avait commencé par cet atlas Comment va le monde en 2018 qui nous avait demandé 3 ans de travail. Et nous avions enchaîné avec l'Atlas d'histoire d'où vient la France en 2020 et qui nous avait également demandé énormément de travail. Mais nous avions eu envie de poursuivre cette aventure ensemble parce qu'on est la même équipe d'autrices et la cartographe. Et donc, nous avons envie de proposer un nouvel atlas autour des mythes et légendes. Laure, tu avais une anecdote à proposer. Oui, oui, je voulais ajouter en fait parce que j'ai été très frappée par cet atlas. L'idée, elle est venue à Montreuil en fait, comme ça arrive assez souvent. Avec Jessie, on se promenait dans les stands. Alors je sais plus si c'est il y a 2 ou 3 ans ou peut-être maintenant 3 ans, je crois. Et on tombe, si j'ose dire, sur Muriel Zac, cette merveilleuse autrice des feuilletons d'Ulysse, d'Hermès, et donc Jessie me présente donc en disant que j'étais sa co-autrice pour les Atlas et moi je raconte mon rôle de grand-mère parce que je suis une grand-mère et je venais de finir le feuilleton d'Artémis dont je lisais une page tous les soirs avec petits-enfants et en discutant comme ça de mythologie, on s'est dit mais au fait pourquoi pas un atlas des mythes et légendes? Il n'y a pas que le voyage d'Ulysse à cartographier, c'est comme ça que l'idée est née. Voilà. Ben, merci en tout cas pour cette belle idée. On va rentrer un peu dans le processus de création. Comment est-ce que vous avez travaillé toutes les deux et avec les autres intervenants de ce livre? Ah, Jessie, on t'entend plus. Jessie? Mais elle parle pas. Il y a un problème de connexion. Tu peux peut-être, Laure, un peu nous expliquer. En fait, voici les premières pages de l'atlas. Donc, il faut imaginer que la page de gauche est en haut,
et la page de droite en bas, et avec une carte en bas et en haut une explication de la carte. Mais l'idée, c'est de tomber d'abord sur la carte. Et donc ça, c'est comme dans les atlas précédents. Et en fait, notre travail a consisté, comme pour les atlas précédents, à faire d'abord des recherches pour savoir comment on allait raconter chaque sujet, et en faisant d'abord ce qu'on appelle des préparations, c'est-à-dire que c'est Jessie qui est l'autrice principale de ces 2 doubles pages sur la création du monde, avec l'idée que au début, il y a 2 façons dont le monde s'est créé dans les mythologies. Il y a soit une façon, au début, tout était sombre, et vous verrez la double page suivante, ou alors le monde est né dans un œuf. Et donc, Jessie a commencé par au début, tout était sombre. Et vous avez vu la double page précédente, excuse-moi, Julia, où il y a ce qu'on appelle une préparation, c'est-à-dire que la cartographe met en place les mythes de création du monde que Jessie veut raconter, et on voit quel emplacement ça donne en mettant en place les textes et qu'est-ce qui reste pour les illustrateurs comme place. C'est un peu un travail d'ajustement entre ce qu'on veut mettre dans la double page et la place, parce qu'il faut laisser de la place aux illustrateurs et aux illustratrices. Et Le- la cartographie est indispensable, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le travail de la cartographe est ici. Alors, c'est pas ce qui est le plus visible, en fait, mais c'est vraiment un des points les plus importants, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, après, il y a aussi, mais ça, Jessie en parlerait mieux que moi, la phase de correction. Alors, donc là, vous voyez, tout était sombre. Quand on voit le résultat final, on peut être ébloui. C'est la double page précédente. On peut être ébloui parce que l'illustrateur a eu l'idée de mettre des petites lumières autour des continents, c'est-à-dire qu'il a joué avec la cartographie pour faire une cartographie vivante qui donne une espèce d'ambiance très sombre et en même temps de création. Et c'est ça tout l'art des illustrateurs que nous avons eu pour cet atlas, et on a eu beaucoup de chance, moi je dirais. Je pense qu'on peut continuer, Julia, Oui, peut-être pour montrer aussi le processus sur l'autre, voilà, oui. sur le thème de la création. Et alors ça, c'est très intéressant. Jessie a sélectionné ces différentes. On a essayé, c'est là le rôle de la cartographe aussi très important, c'est-à-dire que nous avions des réunions de concertation où la cartographe nous faisait des propositions d'installation en fonction des pays où les mythes racontés où les mythes racontés étaient situés. Donc, elle avait proposé un petit planisphère avec l'œuf en haut et en bas, ça nous a pas satisfait. Elle a proposé un œuf qui allait se casser, puisque le mythe de l'œuf, c'est l'œuf qui se casse et le monde qui est créé, ou par un dieu, ou par un esprit, ou par un personnage. Et donc, on avait trouvé que c'était pas très satisfaisant. Et alors là, il y a une correction, je crois que c'est l'écriture de Jessie qui rigolait parce que, en fait, on n'était pas complètement satisfait de cette présentation. Mais c'est pour vous montrer tout le processus créatif et cartographique qui est extrêmement important avant qu'on arrive au résultat final. Voilà. Et puis, on n'a pas beaucoup de place pour les textes. Alors effectivement, c'est une contrainte qui a été, voilà, qui est revenue un peu tout au long du processus. C'était toujours, voilà, on n'a pas assez de place, il y a trop de textes et on n'a pas assez de place. Et effectivement, ça a été tout un travail, mais aussi pour les graphistes voilà, de finir de caler tout ça d'une manière harmonieuse et lisible et compréhensible. Jessie n'arrive toujours pas à se Toujours pas, oui, Oh, c'est embêtant parce que. c'est embêtant. Mais Laure, je vais te laisser, je vais continuer à te laisser la Oui. parole. Euh, est-ce qu'il y a eu un processus de travail différent de celui que vous avez eu pour les 2 atlas précédents? Alors, comme vous avez vu avec les exemples qu'on a donnés, notre processus avec les cartes était assez bien rodé, puisqu'on avait fait les 2 précédents. Là, on s'est heurté au fait qu'on ne peut pas tout représenter sur une carte. Et le royaume des morts en est un bon exemple, parce que ce sont des cultures
assez différentes. Et puis, surtout, le destin des âmes dans le royaume des morts, c'est lui-même un parcours. Donc, on s'est dit, en discutant aussi avec la cartographe, que le parcours était quelque chose d'intéressant et que le parcours était lui-même cartographique, disons. Et donc, ce sont ces 5 parcours qui ont été choisis. Donc, il faut imaginer que les 2 pages sont l'une au-dessus de l'autre. Et du coup, on a pu installer, je dirais, des points de, des ponctuations communes des parcours. Il y a le démarrage avec les morts, il y a ce qui se passe dans le royaume des morts, et il y a la fin, parce que les fins sont différentes selon les cultures. Et c'est ça qui nous a intéressés, et puis qui nous a forcé aussi, qui nous a un peu agité les neurones, c'est qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à cartographier? Et donc, c'est ces infographies BD, on va les appeler, je sais pas, des infographies BD, qui racontent bah, chez les Égyptiens la momification, et puis après le tribunal des âmes, et ensuite comment les âmes vont, soit elles sont dévorées parce que je dirais que le défunt n'a pas eu une vie très recommandable, ou alors, au contraire, il rejoint Osiris dans le royaume des morts et il a la vie éternelle. Et ce qui est intéressant, vous voyez en haut à droite, c'est que le tri des âmes, puisque à chaque fois, vous avez vu, il y a des flèches, parce qu'à chaque fois, il y a un tri. Alors, le tri, il est soit selon le jugement, les 2 premiers, soit selon la manière dont on est mort, les 2 derniers, et en Chine, le tri, il se fait à la fin du parcours dans le Diyu, qui est une sorte de purgatoire. Et là, c'est la réincarnation. C'est-à-dire que selon ce qu'ont décidé les juges, les défunts se réincarnent en humain, en végétal ou en animal. Donc c'est ça qui nous a beaucoup intéressés et je crois quand même que c'est vraiment une originalité. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu de parcours de royaume des morts comme ça et j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais en sixième. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui va, je pense, beaucoup servir aux collégiens. Moi, ce qui me frappe aussi là, en regardant ces images, en les re-regardant, parce que je l'ai bien sûr déjà vu souvent, mais c'est aussi la manière dont les illustrateurs se sont servis des codes graphiques de l'époque. Enfin, c'est vrai que par exemple avec les Égyptiens, on a des représentations visuelles à travers Mm. les hiéroglyphes notamment. On a des représentations visuelles des mythes aussi en Grèce et aussi en Chine. Et comment voilà, ils ont calé à chaque fois leur style graphique Oui. autour voilà, de ces codes graphiques culturels propres à chaque mythologie et à chaque C'est civilisation. vrai. Oui, oui, tu as complètement raison. Alors, bien sûr, on fournissait une icono, mais les illustrateurs et les illustratrices s'en sont extrêmement bien emparés. Johanna, là, bon, bah, elle s'est éclatée, quoi. Ça se sent, je trouve. Tout à fait. Oui, je voulais faire une parenthèse aussi par rapport. Donc, on a pris le parti de travailler avec 3 illustrateurs différents cette fois-ci, parce que c'est vrai que les 2 atlas précédents avaient enfin, été illustrés par un seul illustrateur, ou enfin, une illustratrice et un illustrateur voilà, pour qui ça avait représenté un travail démentiel, tant et si bien que ça avait pris beaucoup de temps et ça avait été aussi voilà, très épuisant pour eux. Donc on a pris le parti cette fois-ci de répartir le travail et finalement ça s'harmonise extrêmement bien. Oui, et pour nous, j'ajouterais que pour nous, ça a été riche. Ça a été riche parce que chacun de ces artistes a sa personnalité, a sa culture aussi, et nous pose des questions qui sont différentes. Alors, il a fallu s'adapter à leur méthode, et ça, c'est la loi du genre. Mais ça a apporté beaucoup, je pense, à l'Atlas. Les choix de couleurs sont pas les mêmes, les partis pris. Enfin bon, c'est enrichissant. C'était très enrichissant, ça. Euh, quelle a été la difficulté majeure pour Jessie et toi dans ce travail? Alors, je sais que Jessie voulait parler de la synthèse. Alors, la synthèse, regardez cet exploit, les grands récits héroïques
la légende de Manco Capac, l'épopée de Gilgamesh, cette merveilleuse épopée à l'origine de la Bible, la saga de Siegfried, le roi singe et la légende du roi Arthur. Et Jessie, avec son écriture ramassée, a réussi à raconter ces épopées, ces grands récits héroïques. Elle les a plutôt appelés récits héroïques parce que épopée, c'était une connotation un petit peu médiévale, occidentale, qui peut nous un peu nous induire en erreur. Et donc, chaque histoire est racontée à la fois en images et en texte, dans une synthèse que moi, personnellement, on travaillait beaucoup, on s'échangeait les textes, mais il y a quand même quelqu'un qui était à l'origine. Et j'ai trouvé que ce travail de synthèse était absolument magnifique, mais beaucoup de travail. Mais ça vaut le coup, c'est-à-dire que pour les enfants, quand je ne sais pas si si vous êtes amené à raconter aux jeunes les histoires, c'est une base formidable parce que justement, c'est résumé en un bandeau genre BD, un peu comme le Royaume des Morts. C'est un peu la suite du Royaume des Morts, sauf que c'est sur les récits héroïques. Et je dirais que l'autre difficulté, c'était le trop-plein. Donc ça peut être la double suivante. Mais ça, c'est une difficulté générale en général pour les histoires qu'on raconte. Mais je dois dire que confrontée, parce que je me suis occupée des dieux, les royaumes divins, les dieux grecs, etc., et sont arrivés les cultures animistes. Et alors les animistes, c'est sans fin, parce que dans les cultures animistes, il y a des esprits partout dans la nature, et donc il faut premièrement les choisir et deuxièmement les représenter pour que les lecteurs et les lectrices découvrent tous ces esprits absolument incroyables qui sont dans la nature, aussi bien chez les Inuits qu'en Sibérie, que chez les Japonais ou qu'en Afrique. Et cette double page, je pense que c'est elle qui a le record des représentations. Je crois qu'elle a 73 personnages. C'est Martha Orzel qui s'en est occupée. On a utilisé l'astuce du zoom, qui était une astuce cartographique où on n'avait pas la place de mettre toute l'Afrique, et donc l'Afrique est détaillée dans la page de gauche, quoi, où on a pu raconter les personnages. Et l'idée, c'est que, comme les cultures animistes sont pleines d'esprit, là, le lecteur ou la lectrice, il faut qu'il se plonge. Chaque personnage a une attitude différente, il a le costume de sa culture, il est dans un contexte, disons, géographique, enfin, le paysage, etc. Et c'était ça, c'était le trop-plein avec, on pense que cette page, elle est quand même assez étonnante. Et moi, j'ai regardé quand des gens feuillettent, ils s'arrêtent à cette page, elles sont toutes jolies, mais celle-ci séduit par sa quantité et sa variété. Voilà. Mais, en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir effectivement d'une manière très synthétique toutes les civilisations dans leurs particularités Oui. et à la fois situées correctement, géographiquement parlant. Et c'est ça qui est Mm. intéressant, c'est qu'on a l'œil peut tout saisir en même temps. Et en même temps rentrer dans toutes les particularités de ces petits personnages. Tiens, Jessie est de retour, je crois. Ah, super. Jessie, tu nous entends? Non, on ne t'entend pas. Donc je vais continuer. Je voulais parler aussi de ces zooms qui sont un peu la particularité des atlas précédents et que voilà, qui est un procédé qui a été utilisé sur cet atlas-là aussi. Est-ce que tu Mm. peux en redire un mot là? Le principe du zoom, c'est qu'on a trop de choses à mettre dans un endroit. On positionne les cultures D'abord, en général, la cartographe, elle choisit une projection
qui permet de répondre, je ne sais pas comment dire, qui permet de bien mettre en valeur le continent ou la région où il y a le plus. Par exemple, je crois que c'est dans les sorcières, où il y en a beaucoup, sorciers et sorcières, il y en a beaucoup en Europe. Donc, du coup, comment dire, la cartographe, elle a mis une projection qui est orientée sur l'Europe. Non, elle a fait un zoom sur l'Europe. Bon, et là, par exemple, le zoom, ça nous a permis de détailler quand même 4 cultures en Afrique, parce qu'en tout, il fallait en mettre 6, et que c'était dommage d'en couper, quoi. Là, ça nous permet d'agrandir et de ne perdre aucune information. C'est ça le procédé du zoom, en fait, en cartographie. Merci. Et sur quelle thématique as-tu, toi, Laure, préféré travailler? Alors moi, j'ai adoré faire la double page du Soleil et de la Lune. Donc là, il faut l'imaginer, donc le Soleil est en haut, la Lune est en bas, euh, pour, pour 3 raisons. Non, la première raison, c'est que ça nous est sortir de la Terre. Donc je viens de parler de la cartographie. Là, les mythologies, comme c'est inventé par les différentes cultures pour comprendre le monde, il n'y a pas que la Terre, il y a aussi la mer et il y a aussi le ciel. Et le ciel avec ses 2 astres, la Lune et le Soleil, font partie des éléments pour lesquels chaque culture a inventé des personnages, des divinités ou des esprits. Donc c'est ça qui était amusant, sortir de la Terre. Ce qui m'a plu aussi, c'est que dans les divinités, elles sont un peu à l'inverse des genres du Soleil et de la Lune. Nous, on est habitué à ce que le Soleil soit masculin, en français en tout cas. C'est pas le cas en allemand, mais en français, le Soleil est masculin, la Lune est féminin, alors que dans énormément de cultures, le, le Soleil est une femme et la Lune est un homme. Donc ça, c'est toujours intéressant de casser nos codes, hein, de se déshabituer à ça. Ce que j'ai aimé, c'est aussi l'inventivité des humains, c'est-à-dire qu'ils ont inventé des histoires incroyables. C'est toujours un frère et une sœur qui se poursuivent, alors souvent dans la mythologie, frères et sœurs sont aussi souvent mari et femme, et soit ils se poursuivent, soit ils s'aiment beaucoup, mais dans tous les cas, ils se font suite comme ça en permanence, et c'est ce qui explique la succession du jour et de la nuit. Et j'ai beaucoup aimé aussi la poésie des étoiles. Je trouve que travailler sur les constellations pour les aborigènes, la Voie lactée, c'est ce qui éclaire le canot qui emmène les âmes des défunts vers le royaume où ils resteront. C'est très poétique. Et j'ai bien aimé ce côté aussi poétique de la lune aussi est très souvent l'objet d'histoires assez poétiques. Donc, c'est ça qui m'a plu dans Soleil, Lune et Étoiles. Voilà. Alors, Alors, je est-ce sais que Jessie, non, Jessie n'est toujours pas là. Je sais qu'elle voulait parler des héros et des héroïnes. Est-ce que tu peux en dire quelques... alors, oui, parce que j'ai un peu participé. Je ne pourrais pas citer des exemples précis, mais Jessie a fait un énorme travail. Jessie tient, et ça a été le cas pour les 2 atlas précédents, à ce que les femmes ne soient pas oubliées. Parce que comme les retours que nous avons sur tous les sujets, mais c'est vrai aussi pour les mythologies, d'autant que comme l'Europe, disons, a conquis le monde à une certaine époque, ce qui nous a été rapporté a toujours été mis à la sauce occidentale, je dirais. Donc, une sauce qui n'est pas forcément toujours très féministe. Donc, Jessie a fait tout un travail pour rechercher justement à mettre en valeur des femmes des femmes, enfin, des divinités, des déesses, des héroïnes qui ne sont pas forcément restées, enfin, en tout cas, qui nous, quand on était jeunes, nous étaient pas forcément racontées. C'était plutôt des histoires de héros. Et là, elle a voulu absolument mettre en avant des héroïnes pour essayer de trouver un équilibre homme-femme, parce que
d'abord, toutes les civilisations et toutes les cultures n'ont pas toutes été, je dirais, orientées uniquement vers les hommes. Donc, il faut rendre justice aux femmes. Voilà. Oui, c'est effectivement intéressant justement, tout, tout- tout, tout ce que ce livre aussi nous apporte, c'est aussi une vision beaucoup plus déplacée de nos regards. C'est aussi changer notre point de vue sur nous-mêmes finalement, parce que on est le reflet d'une civilisation, mais en même temps, il y a eu des milliers de civilisations au cours de l'histoire qui ont finalement eu des visions différentes et pas toujours effectivement des visions patriarcales. Et je trouve que c'est très intéressant, enfin ce que vous nous apportez toutes les deux dans ce travail-là, est très intéressant de ce point de vue-là. Est-ce que quelle a été la proportion du travail de recherche dans votre travail et de Ah là, lecture, et de lecture ça c'est difficile de répondre. Bah, qu'est-ce que tu appelles la proportion par rapport à la réalisation? par rapport à l'écriture, oui, effectivement. Ah bah c'est la recherche est primordiale. Je veux dire, il y a la recherche, après il y a le choix, puisque donc on a parlé du trop-plein, et ensuite il y a je dirais qu'il y a l'équilibre à donner par rapport au continent, par rapport aux différentes cultures, etc. Donc, moi, je dirais que c'est 75% du travail, presque. Enfin, je ne sais pas si Jessie serait d'accord avec moi. Ce sera intéressant d'en discuter. J'avais jamais réfléchi dans ces proportions, sur ces proportions, mais le travail de recherche est énorme. Alors après, l'avantage, c'est que bon, on finit par savoir quelles sont les bonnes sources, on finit par mieux connaître même nous-mêmes, mais donc on est plus à l'aise vers la fin. Mais au début, enfin moi j'ai trouvé ça monstrueux, enfin monstrueux, c'est un peu exagéré. Bah si monstrueux, ça va avec les mythologies. Peu. Un petit peu monstrueux quand même. Et, alors finalement, donc cet atlas, comme voilà, il y a un côté graphique très important, extrêmement visuel. Comment est-ce que les caractéristiques les plus fréquentes, enfin, quelles sont les caractéristiques finalement qui reviennent le plus souvent dans ces mythologies? Quels sont les traits communs? Alors, bah, je vais dire les déluges tout de suite. Enfin, c'est la récurrence de certains événements. Et les déluges en font partie. C'est-à-dire que, par exemple, les déluges, pour moi, occidentales, blanches, voilà, de la deuxième moitié du XXe siècle, pour moi, le déluge, c'était Noé, quoi. C'était l'histoire de la Bible. J'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un déluge. Et puis, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir qu'il y avait des déluges dans quasiment toutes les cultures. Et il y a un nombre de déluges incroyable. D'ailleurs, c'était un premier travail de recherche un peu important parce que quand on commence à faire toute la liste des déluges, et donc il fallait choisir les bons. Et il y en a qui sont très connus. Le déluge en Inde est extrêmement connu. Mais ces déluges sont partout. Ils suivent presque tous le même scénario, c'est-à-dire les humains n'ont pas été très reconnaissants envers les dieux. Ils se bagarrent entre eux, les dieux, les divinités ou les esprits, enfin le royaume supérieur, disons, les créateurs en ont marre, ils veulent se séparer de l'humanité, mais il y a toujours quand même un élu qui est prévenu d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, les dieux envoient la pluie, mais vous verrez, il y a aussi d'autres déluges, et ça permet de renouveler l'humanité. Et à chaque fois, je sais pas, j'ai lu dans des documents que les spécialistes, les grands disent qu'il y a peut-être 300 récits de déluge différents, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement important. Ce qui est amusant, alors ici, dans la double page, il y en a 25, il n'y en a pas 300. Et puis, ce qui est amusant, c'est la variété de ces déluges. C'est-à-dire, bon, c'est majoritairement des déluges de pluie, mais les déluges, ils sont ancrés dans chaque culture. C'est-à-dire que, par exemple, en Indonésie,
Ça se passe par exemple, une histoire que j'aime beaucoup, c'est chez les Toraja en Indonésie. Eh bien, va y avoir un déluge parce que les dieux ne sont pas contents. Il y a une femme enceinte qui est prévenue, donc elle s'enfuit avec une souris parce qu'elle a besoin de la souris pour l'accompagner, et elle s'enfuit dans une auge à cochons parce que là-bas, bah, il y avait des auges à cochons. Donc c'est pas l'arche de Noé, c'est l'auge à cochons. Et comme ça, elle peut flotter, elle monte en haut d'un mont et là, elle accouche et l'humanité est renouvelée, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque culture a son propre déluge. Par exemple, chez les Amérindiens, là, ceux qui sont au nord-est, oui, au nord-est de l'Amérique du Nord, bah, c'est un lièvre qui pleure parce que sa femme, il a été trahi par sa femme, il pleure et c'est un déluge de larmes, par exemple. Donc c'est comme ça que l'humanité après est renouvelée. Donc c'est extrêmement varié, mais en même temps toujours le même scénario. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Il y a aussi, on peut parler aussi des guerres mythiques qui sont assez, voilà, on peut dire c'est une constante. Alors, enfin, il y a beaucoup de cultures, dans les grandes cultures, le Japon, l'Inde, se caractérisent par des grands récits de batailles. Alors, bien sûr, en Europe, nous, on a baigné et on baigne encore avec la guerre de Troie. Bon, c'est celle qui est représentée là à gauche, qui est vraiment la guerre bah, mythique, la guerre emblématique. Mais il y a des batailles au Japon, par exemple, il y a une énorme bataille qui explique la conquête du Japon du Sud et par Jimmu. Et c'est une bataille où le soleil joue un rôle très important parce que les armées sont sont éblouies par le soleil et du coup elles peuvent être vaincues et comme ça le Japon du Sud peut être conquis. Et il y a la même chose en Inde et la même chose en Afrique. Il y a aussi des grandes batailles et ce qui est intéressant aussi dans les points communs, tu demandais, Isabelle, les points communs. Les points communs, on les voit dans les batailles, mais les points communs dans beaucoup de mythologies, c'est quand même la violence. Et la violence ou des clans entre eux, ou des tribus entre elles, ou entre hommes et femmes, ou entre différentes classes sociales ou différentes ethnies. La violence, je trouve, est assez présente quand même dans les mythes et dans les légendes qu'on a découvert, quoi. C'est un peu une découverte. Enfin, c'est pas une découverte, mais c'est une constante en tout cas. Et à l'inverse, quelles sont les particularités les plus marquantes à chaque civilisation? Quelles sont les choses les plus, voilà, les plus originales et les plus qu'on ne retrouve nulle part ailleurs? Alors, vous allez dire que je reviens toujours à la même chose, mais je vais Non, non. d'abord parler, avant de parler des animaux, je voudrais parler de l'animisme, parce que je trouve que l'animisme, euh, enfin, je sais pas, moi j'ai été baignée dans la mythologie grecque, romaine, etc. C'est des royaumes divins, c'est construit à l'image des familles, il y a des parents, des enfants, etc. Alors que l'animisme, c'est vraiment, et donc du coup, ça donne une, une représentation du monde à laquelle il est difficile il n'est pas si facile que ça de s'emparer. Donc, il n'est pas si facile que ça de s'emparer. Et puis, ce qui m'a frappé, moi, c'est que chez les aborigènes, il n'y a pas de création du monde. C'est-à-dire, c'est difficile d'imaginer que le monde a toujours existé. Nous, je trouve, enfin, on a un esprit comme ça. Je voudrais parler aussi des animaux. Les animaux sacrés, ils jouent un rôle aussi important que les divinités pour les Grecs, quoi. Et d'ailleurs, les Égyptiens sont des dieux animaux. Et les animaux
moi, je trouve que c'est une particularité. On n'a pas d'animaux dans nos autres atlas. Ils ont Alors que là, ils sont à l'honneur. Ils sont à l'honneur dans cet atlas parce que ce sont des acteurs des mythes et légendes, en fait. Des acteurs au même titre que les divinités. Voilà. Et parce qu'ils étaient particulièrement présents et importants, je pense, pour Oui, les alors il y a humains qui ou des ont... divinités, ils sont ou des divinités, ou ils sont des compagnons des dieux. Par exemple, dans cette double page, on voit tous les animaux par exemple, les divinités indiennes, elles n'existent qu'avec leurs animaux, leurs montures, par exemple. Oui, C'est vraiment des pairs indispensables. Et puis, il y a les animaux philo aussi qui sont à la fois des enseignants, ils enseignent. Il y a une antilope qui a enseigné la chasse, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est au Dogon, je crois. Et puis, par exemple, chez les Amérindiens aussi, le corbeau qui a volé le feu et qui l'a donné aux humains. Donc, il y a vraiment un rôle initiatique des animaux qui est capital, en fait. merci, Laure. Et donc, pour finir, est-ce qu'il y a des personnages dans toutes ces mythologies qui toi, enfin, qui sont tes préférés, voilà, où tu te retrouves peut-être plus que sur d'autres? Pas très facile comme réponse parce qu'il y en a tellement. Et donc, en fait, moi, je vais revenir. Alors, j'ai adoré faire la double page des créatures fantastiques parce que elles sont. C'est un mélange justement d'animaux, de chimères aussi. C'est-à-dire les chimères, ce sont ces personnages. On voit, il y a la chimère grecque là qui est avec ses deux ou trois têtes, avec ses corps différents. Il y a l'antilope qui est, comment dire, avec sa corne, qui est une corne magique. Donc, il y a un mélange de créatures fantastiques qui est à la fois de la mythologie et à la fois des légendes. Et par exemple, en Amérique du Sud, on a un monstre humanoïde, comme il y a le Yéti, comme il y a le Yéti en Himalaya. Là, c'est un monstre humanoïde qui fait très très peur, qui a une bouche à la place du nombril, etc. Et puis, il y a une espèce d'oiseau fabuleux. Il y a énormément d'oiseaux fabuleux. Il y a le phénix, bien sûr, qui est connu, mais il y en a aussi en Amérique du Sud. Et puis, il y a des petits personnages un petit peu amusants, comme par exemple le Cucupira, qui a ses pieds à l'envers, si bien que quand il marche, il trompe complètement les voyageurs parce que les traces sont à l'envers. Donc, il y a comme ça c'est extrêmement varié. Et je terminerai par les sirènes parce que j'aime beaucoup les sirènes. C'est aussi enfin, la créature fantastique préférée de notre cartographe, Aurélie. Les sirènes, il y a les sirènes de l'Antiquité, qui sont les oiseaux. Elles sont représentées en bas chez les Grecs, en bas de la page, qui sont les créatures au chant envoûtant. Et puis, chez les Nordiques, les sirènes sont devenues des femmes poissons. Et on a représenté, j'ai retrouvé une légende ancienne du XIVe siècle, je crois, qui est en Hollande, où il y a une sirène qui est arrivée et que les femmes ont voulu domestiquer. Et donc, c'est pour ça qu'elle est représentée comme une femme du Moyen Âge, tout en se posant la question, on peut se poser la question de comment est-ce qu'elle a fait pour mettre ses sabots, puisqu'elle avait cette queue de poisson et qui n'a jamais parlé non plus. C'est Et une donc, c'est bonne... une légende très amusante. Donc, moi, je me suis beaucoup amusée. Voilà. Je sais que Jessie voulait parler des maléfiques, voilà, dont on montre ici la double page. Ce sont aussi des créatures fantastiques, mais ce Oui, sont des exactement. créatures fantastiques maléfiques qui font très peur. On a le Léviathan, on a énormément
énormément de créatures qui font peur. Je pense que les enfants, les jeunes seront contents de les découvrir parce qu'elles sont un petit peu dessinées à la manière de leurs BD, de leurs mangas. Et je pense avec des couleurs très vives. Il y a la courge dévorante, il y a comme ça des créatures invraisemblables euh, qui sont, euh, qui sont absolument fantastiques. Euh, voilà, donc c'est. Alors, j'en parle moins bien que Jessie parce que je les connais de moins près. Il y avait les sorciers et sorcières aussi sur la double page suivante. Oui, Euh, oui, là aussi. oui, alors avec un gros plan sur la Baba Yaga, qui est cette fameuse sorcière slave qui a un peu bercé notre jeunesse, mais pas complètement. Et il y a donc toutes ces sorcières, il y en a des malfaisantes, il y en a des bienfaisantes qui sont représentées en blanc. Et je trouve que l'illustratrice a très bien rendu compte de ces différentes créatures maléfiques qui sont reprises beaucoup. Il y a le prix sorcière quand même. Les sorcières, elles sont complètement d'actualité. Complètement. Et je trouve que cette double page leur rend un hommage, l'hommage qu'elles méritent. Voilà. Effectivement, en ce moment, on est dans la réhabilitation de la sorcière, donc ça Tout à tombe fait. tout à fait bien. Et c'est bien aussi voilà, de terminer cet échange sur ce thème-là. Bon, c'est dommage que Jessie n'ait pas pu Ah oui. rester avec nous, mais Laure, tu as vraiment bien assuré. Donc, je rappelle le titre Atlas des mythes et légendes du monde. Donc, c'est chez Actes Sud Jeunesse, ça coûte 24,90 € et c'est donc écrit par Laure Flavigny, Jessie Magana, cartographié par Aurélie Boissière, illustré par Kevin de Neufchâtel, Martha Orzel et Johanna Djezac. Donc, il nous reste 3 minutes. Si vous avez, si enfin, les auditeurs et spectateurs ont des questions, voilà, il y a encore le temps de répondre à quelques questions. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante, Laure et Isabelle. Désolée que n'ait pas pu nous rejoindre. Est-ce qu'Isabelle, vous voulez rappeler le stand d'Actes Sud Jeunesse sur le salon pour qu'on puisse venir découvrir le livre en vrai? Oui, tout à fait. Nous sommes au rez-de-chaussée et le stand est le K11, si je ne me trompe pas. Et, j'en- Merci Et beaucoup. si je ne me trompe pas, il est décoré avec. et tout à fait. Il sera aux couleurs de l'Atlas. Sera aux couleurs de De la l'Atlas. classe, oui, oui. C'est Magnifique. un grand plaisir de voir ces dessins en grand parce que nous, en tant qu'autrice, on a eu très grand plaisir aussi à les découvrir. Ça fait partie des grands plaisirs de cette création. J'imagine. On va s'arrêter dans 1 minute, mais Noémie demande si on peut voir la couverture du livre. Si l'une de vous peut le remontrer, Ah, peut-être. Alors, est-ce que Julia, tu peux le remonter? Ah bah non, on a bon, fini. moi, je l'ai. Super, Laure. Bah, parfait. Est-ce que vous Vous la pouvez la voyez? voir? Non, elle est pas Non, c'est bien. On Elle est la un voit peu, pas bien. Non, elle est un peu floue. non, elle est trop floue. Bah, on la voit mieux. Voilà, on l'a Voilà, bien vue chez Isabelle. oui, voilà, comme ça. Voilà, elle est bien comme ça, Isabelle. Et Julia nous la remontre. Ah, Voilà, voilà. parfait. Superbe. J'en Eh bien, profite pour remercier Julia aussi pour oui, tout à fait, pour la technique. Merci à toutes les deux. On vous souhaite une très belle Merci. journée et puis rendez-vous sur le 40e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Ben oui, oui, bien À sûr. bientôt. Merci beaucoup et à Au bientôt. revoir, Merci à merci. vous. Merci, au revoir.